Savais-tu que les humains sont des créatures de l'espace? Tu es né dans l'espace. Et oui, même moi, je suis né dans l'espace. Nous sommes tous nés dans l'espace. Mais pour que nous autres humains soyons ici sur Terre, il a fallu réunir tant de conditions qu'il était hautement improbable que nous puissions un jour exister. Mais pourtant, nous existons. Tout d'abord, et comme toutes les autres créatures de l'espace qui existent peut-être, il fallait que nous fassions notre apparition sur une planète en orbite autour d'une étoile jaune, pas une étoile rouge ni une étoile bleue. Pas une étoile bleue car elle se consume trop rapidement, en quelques millions d'années, et l'évolution n'aurait pas suffisamment de temps pour opérer et produire des êtres intelligents. Les étoiles bleues ont aussi une fâcheuse tendance à grossir et à devenir rouges, quand elles s'effondrent et explosent. Il est donc très improbable qu'une civilisation puisse se développer autour d'une étoile bleue. Le voisinage des étoiles rouges, qui sont de loin les étoiles les plus nombreuses, ne présente pas non plus les conditions idéales au développement d'une civilisation intelligente. Une étoile rouge est si froide et si peu brillante qu'il faudrait que la planète candidate se trouve sur une orbite extrêmement rapprochée, ce qui l'exposerait malheureusement à des rayons X d'une intensité fatale. Donc, bien que les étoiles rouges soient les plus nombreuses et qu'un grand nombre de planètes gravitent autour d'elles, elles ne sont absolument pas susceptibles d'accueillir une forme de vie intelligente et civilisée comme la nôtre. Il reste donc les étoiles jaunes, soit environ 10% de la totalité des étoiles. Cependant, une condition capitale doit être remplie avant qu'on puisse même envisager la possibilité d'un tel développement. Il faut encore que l'astre soit une étoile de 3e génération. Seules les étoiles de 3e génération contiennent une diversité chimique suffisante pour assurer la survie des formes de vie avancées. Chaque fois qu'une étoile explose, des éléments lourds et complexes sont générés. L'explosion expulse ces éléments qui trouvent leur chemin vers une nébuleuse. La gravité au sein de la nébuleuse forme ensuite progressivement la prochaine génération d'étoiles, et ainsi de suite. Notre corps a besoin de calcium pour son squelette et ses dents. Notre cerveau a besoin de zinc pour que les signaux électrochimiques qui nous font bouger, sentir et penser soient créés. Notre sang a besoin de fer. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nos corps avaient donc besoin d'une étoile jaune de 3e génération pour exister. Étonnamment, tous les différents éléments de l'univers, la totalité des 94 éléments naturels, de l'hydrogène au plutonium, se trouvent sur Terre. C'est peut-être pour cela que nous sommes là. Et nous pouvons remercier notre Soleil, cette naine jaune de 3e génération. Pourquoi jaune? Parce que les étoiles jaunes brûlent de façon très régulière, par fusion nucléaire, sans que leur luminosité ne change de façon significative sur des milliards d'années. Si notre Soleil devenait seulement 6% plus brillant ou moins brillant, la Terre deviendrait trop chaude ou trop froide et la civilisation disparaîtrait. Heureusement, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. La zone habitable est l'endroit où l'eau liquide peut exister sur une planète. Mais cela nous amène à la 2e condition nécessaire pour que la vie intelligente puisse voir le jour dans l'espace. La planète elle-même. Des études récentes, menées grâce au télescope Kepler, ont montré qu'un quart de toutes les étoiles naines jaunes pourraient abriter des planètes semblables à la Terre dans leur zone habitable. Ce chiffre est quelque peu discutable. Et il est possible qu'il se réduise en réalité à une seule naine jaune sur 33. Mais cela fait quand même beaucoup de planètes en orbite dans la zone habitable d'étoiles jaunes. Penchons-nous donc à présent sur la 2e condition essentielle au développement d'une forme de vie intelligente dans l'espace. La nature de la planète elle-même. La planète candidate devra posséder un très grand nombre de caractéristiques très particulières et extrêmement rares. Il faut de surcroît que ces caractéristiques soient toutes réunies. La plus importante, c'est que la planète doit être protégée de l'étoile même autour de laquelle elle gravite et qui lui donne la vie. Comme les étoiles brûlent par fusion nucléaire, les gaz de l'enveloppe extérieure du Soleil, appelés couronnes, sont projetés dans l'espace sous la forme de ce qu'on appelle le vent solaire. Les satellites américains mesurent en permanence la force du vent solaire, qui est principalement composé de noyaux d'hydrogène électrifiés, ionisés, et de noyaux atomiques provenant des nombreux autres éléments présents dans le Soleil. Ce n'est pas que l'atmosphère qui protège la Terre, c'est la magnétosphère qui arrête ou dévie le dangereux vent solaire, provoquant des aurores lorsque le vent solaire est attiré par les pôles magnétiques de la planète et électrifie l'air de la haute atmosphère comme une ampoule fluorescente. Sans magnétosphère, toute planète, même celle qui se trouve dans les zones habitables, serait grillée par une pluie constante de noyaux d'hydrogène ionisés provenant de son étoile.
Une planète abritant la vie doit avoir une magnétosphère suffisamment forte pour dévier le vent solaire. Toutes les planètes de notre système solaire ne possèdent pas une magnétosphère. Les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont des magnétosphères, mais les planètes gazeuses ne peuvent pas abriter de civilisation. Parmi les mondes solides, seuls la Terre et Mercure ont des magnétosphères, mais Mercure est trop proche du Soleil pour être protégé contre le vent solaire. La Terre possède un autre bouclier qui la protège du Soleil, c'est son atmosphère. L'atmosphère a une épaisseur d'environ 483 km, mais elle est en grande partie concentrée dans un rayon de 16 km autour de la surface de la Terre. L'atmosphère protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets, UV et des rayons X du Soleil. Son gaz, l'ozone, qui est constitué de 3 atomes d'oxygène liés en une grande molécule présente dans la haute atmosphère, empêche la plupart des rayons UV du Soleil d'atteindre la surface. La planète Mars, dont l'atmosphère est 1000 fois plus rare que celle de la Terre, n'a pas d'ozone, et les émissions d'ultraviolets du Soleil ont totalement irradié sa surface. Une planète doit être capable de stopper le rayonnement UV de son étoile. La composition spécifique de l'atmosphère est donc essentielle pour qu'une planète puisse abriter une civilisation intelligente. Nous sommes chanceux, mais il s'agit d'un mélange rare et fragile. La planète doit posséder, au moins en partie, une surface solide sur laquelle on peut marcher et travailler. Elle doit avoir une croûte. Des civilisations sous-marines ou qui flotteraient dans l'atmosphère de leur planète relèvent absolument de la science-fiction. La croûte d'une planète doit avoir des plaques tectoniques qui bougent. Le mouvement des plaques tectoniques crée la subduction de la croûte. La subduction, c'est quand une plaque tectonique glisse au-dessous d'une autre, apportant un renouvellement de matière à la surface. Ce renouvellement des propriétés chimiques de la planète empêche ce qu'on appelle l'équilibre chimique, dans lequel plus rien n'est réactif. Les tremblements de terre et les volcans contribuent également au processus de renouvellement géochimique. Mais oui, les tremblements de terre et les volcans sont bénéfiques. La subduction des plaques tectoniques est donc une autre condition indispensable à la vie. Mars n'a pas d'activité tectonique, Vénus et Mercure non plus. Mercure est une seule grande plaque tectonique, mais il n'y a pas d'activité en cours, à part un léger rétrécissement. L'une des principales raisons pour lesquelles ces planètes n'abritent pas de vie, c'est qu'il n'y a pas de réactivité géochimique, car il n'y a pas de subduction tectonique. Et cela nous amène à la Lune. Oui, la Lune. Affirmer que la Lune assure notre survie te semblera peut-être bien capillotracté, mais la contribution de la Lune à la vie sur Terre est essentielle. Tout d'abord, la gravité de la Lune, lorsqu'elle se déplace dans l'espace avec la Terre, ne fait pas que provoquer le flux et le reflux des marées océaniques. Elle aide aussi la Terre dans sa rotation à remuer le magma qui se trouve en son sein. Le mouvement du magma à l'intérieur de la Terre, avec sa forte teneur en métaux, contribue au renouvellement de la magnétosphère de la Terre. La Lune nous protège donc dans l'espace en faisant de notre planète une géodynamo, génératrice de magnétisme. La Lune est le plus gros satellite du système solaire par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle orbite. De nombreuses personnes considèrent que le couple Terre-Lune est un système de planètes doubles, mais ça, c'est un autre sujet. Une autre chose que fait la Lune pour préserver la vie sur Terre est de maintenir la stabilité de notre cher globe. Comme la Lune est en état de verrouillage gravitationnel par rapport à la Terre, elle agit un peu comme la perche d'un équilibriste. Par conséquent, la Terre n'oscille pas beaucoup comparée aux autres planètes. Cette oscillation est appelée libration. Si la Terre oscillait autant que Mars ou Saturne, non seulement notre météo serait complètement chaotique, mais l'agriculture serait peut-être impossible. Ces circonstances astronomiques rares, ou peut-être uniques, se conjuguent pour rendre la Terre habitable pour l'humanité. Il y a de nombreux autres facteurs non astronomiques, comme les facteurs évolutifs, biologiques et chimiques nécessaires à l'existence de la vie sur Terre. Les probabilités ou improbabilités se multiplient. Tout bien considéré, nous avons beaucoup de chance d'être ici. En fait, nous sommes tellement chanceux que nous avons peut-être touché le jackpot. En considérant tout cela, il semble extrêmement incertain que cette perfection se répète ailleurs dans l'univers. Le jour de l'annonce. Bonjour à tous et bienvenue sur mon vlog dédié à l'espace. Je suis très excité car j'ai une grande annonce à faire. Après des années d'entraînement, le jour que j'ai attendu toute ma vie est enfin arrivé.
J'ai toujours rêvé de faire partie des 350 personnes triées sur le volet pour devenir des astronautes de la NASA. Et voici un fait amusant. Les 7 astronautes d'origine du projet Mercury sont ceux qui ont étraîné cette liste. On peut donc dire que je fais partie d'un club très select. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai enfin terminé avec les ateliers de réalité virtuelle et que je vais véritablement aller dans l'espace. Il y a tellement de choses que je dois accomplir pour me préparer à ma première mission, alors je vais faire en sorte que le vlog d'aujourd'hui soit court. Mais attendez-vous à entendre parler de mes aventures spatiales dans les prochains jours. Le jour avant le lancement. On pourrait penser que la journée qui précède le lancement est très chargée pour l'équipage, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une journée plutôt relaxe en termes de choses à faire. Comme les jours à venir s'annoncent éprouvants, la NASA nous permet de passer du temps avec des membres de notre famille ou des amis proches qui ont été autorisés à nous tenir compagnie pendant notre quarantaine avant le volume. On peut également séjourner dans une maison de plage qui appartient à l'agence spatiale. C'est un job de rêve ou quoi? Mais la chose la plus importante que l'on nous conseille de faire ce jour-ci est de passer une bonne nuit de sommeil. Enfin, dans la mesure du possible, mais pas de pression. C'est donc ce que je vais essayer de faire à présent, alors au lit. Heureusement qu'il nous a été interdit de boire du café 24 heures avant le lancement. Sinon, je parie qu'avec toute cette caféine, je passerai la nuit à compter des moutons. Le jour du lancement. Aujourd'hui, c'est le jour J. Tout d'abord, bien que ce soit l'une de mes chansons préférées, j'essaie d'éviter d'écouter Space Oddity de David Bowie, parce que personne ne tient à plomber le moral de tout le monde. Deuxièmement, le café n'est toujours pas autorisé au petit déjeuner le matin du lancement en raison de 6 propriétés diurétiques. Le fait de devoir faire des allers-retours aux toilettes peut être un vrai problème lorsque l'on est sanglé dans un cockpit à destination de l'espace, voyez-vous? Cela peut sembler surprenant, mais ces précautions mises cause à part, les astronautes ont un temps battement assez important qui précède le lancement. Avant de nous rendre sur le pas de tir, nous procédons à une ultime vérification et nous nous rendons aux toilettes pour un dernier pipi. Il est ensuite temps de monter dans le cockpit. Beaucoup d'entre nous font une sieste une fois à l'intérieur, car le système informatique effectue des milliers de tests avant le lancement, y compris des vérifications vocales air-sol avec les différents centres de contrôle. Et voici un autre fait amusant. Nous portons tous des couche-points pour adultes pendant cette période, juste au cas où. Bon, d'accord, arrêtons de parler de nos petites commissions pour le moment. Maintenant que tout est paré, il est temps de démarrer le moteur principal. Préparez-vous au décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'infini et au-delà. Un jour dans l'espace. Bienvenue dans l'espace. Je vous aurais bien emmené faire un petit tour du propriétaire. Mais ici, il est déjà bien assez difficile de distinguer le haut du bas. Ha ha ha. Tout d'abord, chaque minute et chaque seconde de la journée d'un astronaute dans l'espace est planifiée. Qu'il s'agisse de manger, de se brosser les dents, de travailler ou de dormir, chacun de nos gestes s'inscrit dans un emploi du temps strict. Les tâches que nous devons accomplir sont divisées en tranches de 5 minutes par une équipe du centre de contrôle de la mission, également appelée Ops Planner. Cette planification est cruciale car elle permet de savoir exactement ce qui se passe et qui est impliqué dans quoi à un moment donné sur la station spatiale. Mais pas d'inquiétude. Tout n'est pas que boulot, boulot, boulot. Même si ces activités s'inscrivent également dans notre planning, nous avons toujours du temps libre. Le concept de journée à bord d'un vaisseau spatial en orbite est un peu différent de ceux que l'on pourrait imaginer. Toutes les 24 heures, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale assistent à 15 levées et 15 couchers de soleil, pendant que la station se déplace autour du monde. Mais depuis des millions d'années, l'homme obéit à un cycle quotidien de 24 heures. Notre cerveau et notre corps suivent le rythme circadien de l'éveil et du sommeil. C'est pourquoi les astronautes travaillent en pied et dorment selon des horaires similaires qui correspondent à ces cycles. Car tout autre rythme nous ferait vivre dans un état de décalage horaire permanent. Une journée de travail s'étend d'environ 6h à 9h30, heure de Greenwich, et comprend 3 repas et 2h30 d'exercice. Le rituel matinal. Notre emploi du temps du matin dans l'espace est similaire à celui que nous avons sur Terre. Nous sommes réveillés par une sonnerie et nous nous lavons avec les produits fournis par la NASA dans nos kits de toilette. Il s'agit notamment de shampooings sans rinçage, qui nécessitent très peu d'eau, puisqu'il n'y a pas de véritable douche en apesanteur.
Ce qui est rigolo, c'est que l'eau que nous utilisons flotte pendant tout le processus. Chacun d'entre nous est autorisé à emporter les produits de son choix dans cette trousse, y compris des produits cosmétiques et du dentifrice. Il y a des rasoirs pour se raser, des tondeuses ou des ciseaux pour se couper les cheveux si nécessaire. Nous devons simplement veiller à aspirer les cheveux, afin qu'ils ne volent pas partout plus tard pendant que nous travaillons. L'alimentation. On ne saute pas le petit déjeuner. C'est le premier de nos 3 repas, suivi du déjeuner, puis du dîner. La quantité de nourriture que nous ingérons dépend des besoins en calories de chacun. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisiner ou de faire la vaisselle, car les repas sont déjà préparés sur Terre et présentés dans des emballages jetables. Il faut savoir que la nourriture de l'espace s'est considérablement améliorée en termes de variété et de goût depuis les missions Apollo au cours desquelles les astronautes n'ont consommé que de la nourriture lyophilisée pendant des jours. Le travail dans l'espace. Après avoir mangé, il est temps de se mettre au boulot. Chacun d'entre nous s'attelle aux tâches qui lui sont assignées pour la journée. Celles-ci vont de la supervision d'expérience à l'entretien quotidien des équipements de la station. Notre travail consiste également à gérer des projets contrôlés depuis la Terre et à nous soumettre nous-mêmes à des expériences visant à déterminer dans quelle mesure notre corps s'adapte à la vie en apesanteur pendant de longues périodes. La gym spatiale. Faire de l'exercice est une partie essentielle de notre journée. Nous consacrons en fait des heures chaque jour à notre remise en forme. Normalement, sur Terre, notre corps est constamment actif parce qu'il lutte contre la gravité pour se déplacer. Mais dans l'espace, où la gravité est presque inexistante, les mouvements sont plus aisés et ne demandent pas beaucoup d'efforts ou d'énergie. Ainsi, les astronautes qui passent de longues périodes dans l'espace sans continuer de s'entraîner physiquement perdent beaucoup de masse musculaire, ce qui les affaiblit une fois rentrés chez eux. C'est pourquoi il est vital pour nous de rester actifs physiquement afin de prévenir ces pertes osseuses et musculaires. Cela permet également d'atténuer ce que nous appelons le reniflement de l'espace, qui est causé par l'accumulation de fluides corporels dans le crâne, car ceux-ci ne sont plus attirés vers le bas par la gravité. Nos options en termes d'exercice régulier comprennent tout le cardio sur un tapis roulant ou un vélo, au choix. Nous faisons aussi de la musculation. Et pour nous acquitter de tout cela, nous devons nous attacher aux machines d'exercice, parce que sans cela nous flotterions comme des baudruches, et nos efforts ne serviraient à rien. Le temps libre. Les organisateurs de la mission sur Terre prévoient chaque jour un peu de temps pour nous permettre de nous détendre et de nous amuser dans l'espace. C'est le moment où nous écrivons nos mails, regardons des films ou jouons d'un instrument. Mais pour être honnête, le passe-temps le plus populaire dans la station est de regarder par le hublot la Terre défiler sous nos yeux. Il y a aussi les spectaculaires levées et couchers de soleil qui se produisent toutes. Alors qu'ils voyagent à plus de 28 000 km/h à 400 km au-dessus de la Terre, les astronautes assistent à 16 levées et couchers de soleil par jour, tout en flottant dans une boîte avec une poignée de personnes dont ils dépendent pour survivre. Que l'espèce humaine doive ou non partir vers d'autres planètes, l'un des principaux inconvénients est que nos corps n'aiment pas ça. Peu de gens le savent mieux que Scott Kelly, l'astronaute qui a passé près d'1 an sur la Station spatiale internationale, de 2015 à 2016. Comme d'autres astronautes, il a servi de cobaye pour l'étude des effets des voyages spatiaux sur le corps humain. Contrairement aux autres astronautes, Scott Kelly a un frère jumeau, Mark, qui est lui-même astronaute. Cela a donné aux chercheurs une occasion unique d'observer les 2 frères dans 2 environnements très différents, l'un sur Terre et l'autre à 400 km au-dessus de cette dernière. Lorsque l'astronaute est parti dans l'espace et que son frère jumeau, Mark, légèrement plus âgé, est resté sur Terre, l'écart d'âge entre deux s'est creusé à cause du temps passé en orbite. Ceci est dû à la théorie de la relativité d'Einstein. Cette théorie explique que le temps s'écoule plus lentement pour les objets en mouvement que pour un observateur immobile. Il se déplace également plus lentement à mesure que l'on se rapproche d'une masse gravitationnelle comme la Terre. En d'autres termes, nous ne vivons pas tout le temps à la même vitesse. Plus on se déplace et plus on va vite, plus le temps ralentit. Pendant que Scott était dans l'espace et tournait autour de la Terre à environ 28 000 km/h, son frère Mark a vécu 0,005 secondes de plus. Les 2 frères sont nés à 6 secondes d'intervalle en 1964 et cet écart est maintenant de 6,005 secondes. Cette déformation du temps est connue sous le nom de dilatation du temps et les frères Kelly sont concernés par les 2 aspects de ce phénomène.
la vitesse à laquelle ils se sont déplacés l'un par rapport à l'autre et leur proximité par rapport à un gros objet comme la Terre. Ainsi, en fonction de notre position et de notre vitesse, le temps peut nous sembler passer plus ou moins vite par rapport à d'autres personnes situées dans une autre partie de l'espace-temps. Cela signifie que les astronautes de l'ISS vieillissent un tout petit peu moins vite que les habitants de la Terre. Cela ne veut pas dire que tu survivras à l'humanité en passant le reste de ta vie dans une grotte. L'effet n'est pas perceptible à petite échelle. Si tu devenais un ermite des sous-sols, tu ne vieillirais qu'une fraction de seconde plus lentement que tous les autres habitants de la Terre durant toute ta vie. Mais tu vas être surpris d'apprendre ça. Une montre attachée à ta cheville finira par retarder par rapport à une montre attachée à ton poignet. Techniquement, ta tête vieillit plus vite que tes pieds. Le temps passe plus vite pour les personnes vivant en montagne que pour celles vivant au bord de la mer. L'exemple classique de ce phénomène est celui des jumeaux. L'un s'envole dans un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière et l'autre reste sur Terre. Quand le premier revient sur Terre, il n'a vieilli que de quelques années, mais il constate que son frère aura vieilli de plus de 10 ans. Bien sûr, personne n'a réalisé cette expérience pour de vrai, mais il existe des preuves qu'elle est plausible. Quand des scientifiques ont lancé une horloge atomique en orbite tout en conservant une identique sur Terre, la première est revenue avec un léger retard par rapport à la seconde. Le temps devient ensuite encore plus compliqué, car la dilatation du temps peut se produire à tout moment. Une bonne façon d'y penser est d'imaginer les astronautes vivant dans la Station spatiale internationale. Ils flottent à 400 km d'altitude, là où la force gravitationnelle de la Terre est plus faible qu'à la surface. Cela signifie que le temps devrait s'accélérer pour eux par rapport à nous. Mais la station spatiale tourne également autour de la Terre à près de 8 km par seconde. Le temps devrait donc encore plus ralentir pour eux que pour nous. Mais en réalité, Mark, le frère qui a vieilli quelques millisecondes de plus, pourrait se retrouver en meilleure forme à long terme si le séjour prolongé de Scott dans l'espace entraîne une détérioration plus rapide de son corps. 10 équipes scientifiques étudiant les jumeaux de la NASA ont examiné les deux frères avant, pendant et après les 340 jours passés dans l'espace. Elles ont étudié les fonctions corporelles de chaque jumeau, effectué des tests de mémoire et ont examiné leurs gènes pour chercher quelle différence pourrait être due à ce voyage dans l'espace. On a ainsi prouvé que les séjours prolongés dans l'espace étaient éprouvants pour le corps humain. La vie dans l'espace peut modifier les gènes, mettre le système immunitaire en sur-régime et affaiblir l'esprit et la mémoire. La plupart des changements subis par l'astronaute ayant séjourné dans l'espace se sont résorbés à son retour sur Terre, mais pas pour tous. On a fait d'autres tests 6 mois plus tard. Environ 91% des gènes qui avaient été modifiés étaient redevenus normaux. Les autres étaient encore en mode spatial. Le système immunitaire de Scott est resté en alerte. Ces gènes responsables de la réparation de l'ADN étaient encore très actifs, comme certains de ses chromosomes. Ses capacités mentales avaient diminué par rapport à celles enregistrées avant la mission. Il était plus lent et moins précis dans les tests de mémoire à court terme et de logique. Il n'est pas certain que ces résultats soient dus au vol spatial. Cela peut s'expliquer par le fait que ces observations ne portent que sur une seule personne. Mais une chose est sûre, le temps est relatif. Pense à ceci, si une horloge est immobile et que tu voyages à très grande vitesse, si tu passes à côté d'elle et que tu l'observes, tu la verras tourner lentement, voire pas bouger du tout. Ceci est dû au fait que la vitesse à laquelle fonctionne le mécanisme de l'horloge est moins élevée que la tienne. Tu observes donc le passé alors que tu te trouves déjà dans le futur. Pendant cette expérience de voyage à grande vitesse, tu n'auras pas vieilli du tout, car tous les processus de ton corps fonctionnent à la même vitesse que toi. Et après un certain âge, ton corps commencera à se détériorer, ce qui te conduira finalement à un état où il cessera de fonctionner. Ce phénomène de vieillissement, surtout chez l'homme, est dû à une structure protéique de nos cellules appelée télomère, qui protège nos cellules de la détérioration. Mais à chaque réplication cellulaire, ces télomères perdent de leur force. On appelle ça la longueur des télomères. Si cette longueur diminue, la cellule devient vulnérable aux maladies. On peut dire que les télomères sont comme des comptes à rebours naturels de notre corps qui déterminent notre date d'expiration. La longueur des télomères peut être affectée par des facteurs externes comme le stress qui accélère ce compte à rebours. L'expérience sur les jumeaux a permis de noter les changements de la longueur des télomères chez les deux frères. La longueur des télomères de Scott a augmenté lorsqu'il était à bord de la station spatiale. Avant la mission, les deux frères avaient presque la même longueur de télomères. Cela signifie qu'en ignorant des problèmes comme le stress mental, ils auraient dû vivre à peu près jusqu'au même âge.
Mais pendant que Scott était en orbite, il avait une longueur de télomère supérieure de 14,5% par rapport à celle de son frère. Il était donc biologiquement plus jeune de quelques années. Mais cette longueur est revenue à la normale environ 190 jours après son retour sur Terre. Les échantillons de sang prélevés dans la Station spatiale internationale ont été renvoyés sur Terre pour y être analysés. Ce sang ne voyageait donc plus à la vitesse de l'ISS. Aussi, le paradoxe de l'espace-temps stipule que le frère de l'espace devrait être plus jeune à son retour. Mais la longueur des télomères est revenue à son état initial, comme avant la mission. Le frère de l'espace avait alors à nouveau le même âge que son frère, resté sur Terre. L'absence de gravité est la principale cause des changements dans le vieillissement. La gravité joue un rôle important dans la plupart de nos systèmes physiologiques. Prenons les muscles. Ceux des personnes âgées se contractent et déclinent au fur et à mesure qu'elles perdent en mobilité. Les muscles des astronautes réagissent de la même manière car ils sont très peu sollicités. C'est pourquoi les astronautes qui séjournent longtemps dans l'espace utilisent des machines spéciales pour réduire cet effet. Un processus similaire se déroule avec les os. À partir d'un certain âge, les habitants de la Terre commencent à perdre de la masse osseuse à un rythme d'environ 1 à 2% par an. Mais dans l'espace, les astronautes perdent leur masse osseuse bien plus vite, jusqu'à 1 à 2% par mois. Comme le corps des astronautes n'a pas besoin de supporter leur poids, leur corps produit moins de matériel renouvelant les structures osseuses et elles se fragilisent. Heureusement, leur système squelettique revient généralement à la normale une fois qu'ils ont passé quelque temps sur notre bonne vieille planète. Si Scott était protégé de tous les dangers de l'espace, comme les radiations, lorsqu'il était en orbite autour de l'ISS, il aurait vécu plus longtemps que son frère Mark. Même s'il gagne 0,005 secondes, les astronautes ressentent toujours certains des symptômes d'un processus de vieillissement prolongé. Donc la prochaine fois que tu souhaites que le week-end dure plus longtemps, reste près du sol et bouge très vite. Tu n'auras pas l'impression que ton week-end se soit prolongé, mais techniquement, tu gagneras peut-être une minuscule fraction de seconde. Et tu n'auras pas besoin d'aller dans l'espace pour vivre cette expérience.